pour parler de la création d'entreprise et surtout de l'écart du cheminement donc des petites entreprises vers les grosses cheminements de la croissance. Je vais vous présenter nos invités, alors qui sont assez représentatifs de ce que sont les entrepreneurs français. François Zolder, donc, qui préside le conseil de surveillance de Pôle, qui est administrateur du groupe Polder. Le groupe Polder donc, est un groupe familial qui a pris une importance considérable au niveau international avec des enseignes donc, comme les boulangeries Paul, mais aussi La Durée. Gilles Babinet, qu'on est très fier de recevoir parce qu'il a dû rencontrer aujourd'hui les très puissants, ou c'est demain, je ne sais plus, Mark Zuckerberg, etc., au sein de l'IG8. Donc Gilles Babinet est un serial entrepreneur, serial investisseur, et depuis quelques jours président du Conseil national numérique. C'est bien ça. Geoffroy Roux de Bézieux, qu'on ne présente pas non plus, donc, qui est fondateur de The Phone House, patron de Virgin Mobile, vice-président de l'UNEDIC et sans doute patron du MEDEF un jour, on va en reparler. Et Arnaud Vessier, qui est lui, qui a un profil aussi d'entrepreneur assez typique, puisque c'est un ancien cadre de multinationales qui a créé sa propre société, donc qui s'appelle International SOS, dans le service donc, aux multinationales, justement, à la fois du point de vue sanitaire et de la sécurité. Un groupe qui a pris une ampleur mondiale, qui était en Asie, maintenant qui est basé à Londres, ce qui vous vaut aussi d'être président de la Chambre de commerce française en Grande-Bretagne. Moi, je voulais poser une question à ma voisine, à Françoise Zolder. Donc vous êtes passé du stade PME à ETI. Est-ce qu'il n'y a pas un quatrième blocage qui est tout simplement celui, on va dire, se mettre dans la tête des entrepreneurs? Est-ce qu'ils ont forcément envie de grossir? Est-ce que quand on est passé de PME, on a envie de devenir ETI? Et quand on est ETI, est-ce qu'on a envie de devenir une entreprise du CAC 40? Est-ce que c'est logique ou est-ce qu'il n'y a pas un moment on veut sortir ou voilà, on se dit on n'est pas forcément fait pour ça, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage aussi psychologique chez les entrepreneurs? Bonsoir. Je ne sais pas, moi je n'étais pas certaine d'avoir la vocation de boulangère, et cependant je le suis devenue. J'ai commencé en auto-entrepreneuriat à 2, et on est maintenant un peu plus de 9000, donc c'est quand même la preuve qu'en 35 ans, on peut essayer d'y arriver. Maintenant, savoir vraiment, je crois que quand on démarre une entreprise, on ne se rend pas vraiment compte de là où on va, parce que quand on démarre une entreprise, on va où est le marché, on va où sont les clients, et on a, enfin en tout cas en ce qui me concerne, j'avais pas réellement de projet. Maintenant, ce sont mes enfants qui sont à la barre, ils sont beaucoup plus structurés que moi. Mais en tout cas, moi, à l'époque, j'ai fait ça avec mon mari et on n'avait pas vraiment le projet de se dire on démarre à 2, on sera 10 dans 6 mois, on sera 100 dans 1 an, etc. Je veux dire, c'est pas comme ça, en tout cas pour nous, que ça s'est passé. On a été vraiment porté par le marché. Il est certain que, par contre, notre libre arbitre, on l'a dans la mesure où on ne veut pas passer en bourse ou on veut passer en bourse. C'est un choix. En ce qui nous concerne, on ne veut pas. On a la chance de pouvoir rester familial et on en est à la 2e génération maintenant puisque ce sont mes fils qui ont repris les barres de l'entreprise. C'est pour ça que moi, je suis montée au conseil de surveillance. C'est ça qu'on se fait avec les personnes âgées. Et donc, si vous voulez, la décision familiale a été clairement de rester familiale et de ne pas rentrer en bourse. On ne parle même pas du CAC 40. Est-ce que vous avez senti des obstacles qu'il a fallu surmonter ou finalement on a l'impression d'un parcours assez linéaire quand vous en parlez très tranquillement? Non, j'en parle tranquillement parce que je peux vous parler des portes qui claquent et des banquiers qui disent non. Mais c'est pas si linéaire que ça. C'est vrai qu'il y a des seuils dans une entreprise. Il y a forcément des seuils. Nous, on a eu un seuil important pour moi. Ça a été la première affaire. Moi, je suis du Nord. Je suis une ch'ti. Et la première affaire qu'on a fait en dehors de Lille, on l'a fait à Paris, dans le 16e. On a ouvert un magasin Paul rue des Bellefeuilles, dans le centre commercial qui montait à Paris. Et tout le monde nous a dit, mais vous êtes complètement fous, comment gérer à distance?
Comment est-ce que vous allez faire? Voilà. Donc il y a des seuils. Il y a des seuils aussi au bout du 100e salarié, quand on a fait notre première affaire à l'étranger. Alors ça, ce sont des vrais seuils. Mais je pense que nous avons bénéficié à notre époque d'une grande compréhension quand même des banquiers qui, à l'époque, prêtaient plus sur les équilibres, si je puis dire, d'un compte d'exploitation plutôt que sur les équilibres de bilan. Et il est vrai que, je le dis et je le répète parce que je l'ai dit en commission, et je pense qu'il faudrait essayer de recréer des banques qui soient spécialisées dans les PME. Ce n'est pas le même raisonnement quand vous avez une petite entreprise ou une PME que quand vous avez une ETI ou une plus grosse entreprise. Donc il faut vraiment que les gens se rendent compte que les structures financières et les équilibres financiers d'une petite entreprise sont tout à fait différents. Et il faut pouvoir avoir ce que nous avions à l'époque avec le Crédit National, avec le CEPME, qui sont des organismes qui ont disparu, et c'est bien dommage. Et nous avions, c'est vrai, à l'époque, une grande compréhension. En tout cas, c'est moi qui allais voir les banquiers à l'époque, et ça n'a pas trop mal marché. Moi, je voulais savoir, Geoffroy Roux de Bézieux, le constat qui a été fait par Montaigne, moi j'avais l'impression de lire le livre de Yvon Gattaz il y a quelques années, qui dressait exactement le même constat, donc sur on n'a pas les moyens de grossir en France, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain nombre de choses qui ont été faites ces dernières années? On parle de la loi LME, même d'un point de vue culturel, avec l'auto-entrepreneuriat qui s'est développé. Est-ce que le bilan est aussi noir que celui qui a été dressé par... Alors, en quelques minutes, c'est sûr qu'il fallait... Écoutez, moi je vois les choses de manière un peu plus positive, même si je suis d'accord avec ce qu'a dit Arnaud Vessier. Moi, j'ai participé à de nombreux rapports, commission Attali et d'autres, où le sujet est revenu, c'est-à-dire pourquoi nos ETI ne grandissent pas, pourquoi nos PME ne grandissent pas assez. Moi, j'en suis revenu avec l'idée que les facteurs objectifs, c'est-à-dire les facteurs fiscaux, les facteurs légaux, etc., pèsent, mais qu'on a quand même avant tout un sujet culturel et que, comme tout sujet culturel, il est long à travailler. Deux mots sur le mot d'entrepreneur. Parce qu'en France, je pense qu'on n'a pas complètement compris ce que c'est qu'un entrepreneur. C'est un mot d'origine française qui a voyagé et qui nous est revenu. Et dans 99% des cas, on pense qu'un entrepreneur, c'est un créateur d'entreprise. Moi, je pense que c'est pas ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, qu'il en ait hérité, qu'il le soit nommé par le conseil d'administration ou qu'il l'ait créé, et qui décide que la croissance fait partie de son ADN. Vous savez, Schumpeter dit l'entrepreneur, c'est celui qui nage à contre-courant. Et donc, on peut et on doit être entrepreneur en ayant 5 personnes ou en ayant 150 000. On est dans les locaux d'AXA, je ne vais pas rendre hommage à Claude Bébert, mais enfin, voilà un exemple d'entrepreneur du CAC 40, et il y en a d'autres. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que le mot entrepreneur s'oppose au mot conservateur. Et que, c'est pas ça qui va me faire élire au MEDEF, mais le patronat français est parfois conservateur. L'entreprise Paul est un magnifique contre-exemple, mais j'ai en tête, moi, des gens que j'ai vus qui vous disent, dernièrement, à Châtellerault, c'est dans la Vienne, là où habite ma maman, si vous voulez tout savoir. À Châtellerault, il y a une entreprise formidable qui fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, depuis 10 ans. Et fondamentalement, quand vous discutez avec le patron, il n'a pas envie de faire en plus, parce qu'il faudrait qu'il ouvre son capital, parce qu'il faudrait qu'il prenne des risques. Et donc il est bien, il est maître chez lui, comme dit l'autre, et il est bien. Et je pense qu'on sous-estime énormément l'inertie culturelle que... C'est le syndrome de l'immobilier que vous évoquiez. C'est un petit peu le syndrome immobilier. Effectivement, on milque, j'ose pas dire on traite l'entreprise un petit peu, on crée du patrimoine. Donc il y a cet aspect-là. Pour autant, et pour être positif, je ne crois pas que ça soit irrémédiable. C'est une question d'état d'esprit du pays. La France, moi je ne crois pas du tout aux théories qui disent finalement la France, par rapport aux États-Unis, c'est ceux qui ont pris le bateau, nous on est restés, donc on ne sait pas entreprendre, on a peur du lointain, on est un pays de terriens, pas un pays de marins. Enfin, vous avez des tas de littérature qui explique ça, qu'on est condamné au déclin. Moi je ne crois pas à ça. Entre 1870, après les défaites, et 1914, la France était le centre du monde pour l'innovation technique. On a oublié ça. Toute l'industrie automobile, toute l'industrie aéronautique a commencé là. Et même après-guerre, après aussi alors c'était une victoire, mais enfin, commencé par une défaite, on a rebattu les cartes. Et il y a eu une formidable génération d'entrepreneurs, tous les Bouygues, etc., ont démarré à ce moment-là. Donc je ne crois pas à l'ADN des Français non entreprenants. Je cite toujours ce chiffre, cette petite incise, mais on est champion du monde de la création d'associations. Et créer une association, c'est être entrepreneur. Alors pas dans le domaine marchand,
pas pour gagner de l'argent, mais au total, c'est la même démarche. Je crois simplement qu'on n'a pas les bons exemples, les bonnes histoires médiatiques qui donnent envie. Et c'est, bon, moi, si je passe du temps, entre guillemets, sur les plateaux de télé, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour qu'il y ait des gens, jeunes et moins jeunes, qui ont envie d'entreprendre et qui se disent, si lui l'a fait, il n'a pas l'air très malin, ça doit être possible. Alors, bon, ça ne suffit pas. Alors, juste pour compléter ce que vous dites, Geoffroy, c'est quand même souligner que Challenge, bon, j'étais un peu déçu que l'abonnement à Challenge ne soit pas rendu obligatoire dans les propositions de Montaigne, mais qu'on a notre meilleure vente, une de nos meilleures ventes de l'année, pour la 2e année consécutive. J'ai eu des chiffres tout à l'heure, c'est le numéro qu'on a fait il y a 15 jours avec vous, Geoffroy, Arnaud et Gilles. Vous étiez là, on a fait un déjeuner d'entrepreneurs et ensuite on a présenté dans Challenge donc 100 startups où investir, et c'est une des meilleures ventes de l'année. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure vente. Les meilleures ventes, c'est l'immobilier, et la meilleure vente, c'est le classement des fortunes. Gilles Babinet, je voudrais vous faire réagir sur, vous participiez aux travaux de Montaigne, sur vous, les propositions qui vous tiennent particulièrement à cœur. Vous avez vu récemment le président de la République au moment de votre intronisation et l'intronisation du Conseil national du numérique. Je voulais savoir un petit peu, est-ce qu'il y a des choses là qui sont dans le pipe, comme on dit? Est-ce qu'il y a certaines de ces propositions, puisque c'est toujours la philosophie de Montaigne, c'est que ça ne soit pas seulement des propositions, mais que ça passe dans la réalité assez rapidement, de façon tangible. Est-ce que là, il y a des propositions qui vous paraissent correspondre à ces critères dans toutes celles qui ont été faites dans le rapport? Alors moi j'ai passé un temps extraordinaire, enfin j'ai passé un temps très très agréable avec Arnaud dans la commission qui a travaillé sur ce rapport. J'ai appris de très nombreuses choses que j'ignorais, et j'ai continué finalement de mon côté à compiler un certain nombre de choses, et en particulier je me suis intéressé au modèle allemand. Vous avez fait un très beau numéro là-dessus que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Effectivement, j'ai constaté, puisque les chiffres ne mentent pas, que les entreprises françaises étaient sensiblement sous-capitalisées par rapport à leurs voisines. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, et qu'il est plus encore dans une société d'innovation où les cycles d'entreprise vont plus vite qu'elles n'allaient par le passé, parce qu'on est dans une économie mondialisée, donc quand on trouve une idée, il faut la trouver vite, la déployer de façon globale, et si on n'est pas capable de faire ça, il y a un Chinois qui arrive et qui le fait à votre place. Et donc ces problèmes se posent avec une acuité encore plus forte que par le passé, et ils vont, dans le futur, être encore plus présents qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut insister sur le fait que les changements doivent être faits rapidement et être entrepris avec beaucoup d'audace. Voilà. Donc ça, je crois que cette notion de fonds propres, c'est une chose qui est importante. Je crois que juste un point qui m'importe aussi et que j'ai constaté, c'est que la structure du capital est quelque chose qui est importante. Dans le Mittelstand allemand, dont vous parlez souvent dans votre rapport, il y a quelque chose qui est vraiment caractéristique, c'est un capital qui est très pérenne, c'est-à-dire qui ne change pas beaucoup de mains, qui est très familial, et donc la capacité à investir sur le long terme, et aussi une notion de partenariat qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans toute l'Italie du Nord, qui est extrêmement forte. Je me souviens que dans une commission qu'on a eue au sein de l'Institut Montaigne, quelqu'un a dit, malheureusement c'est pas ressorti dans le rapport, que les entreprises qui réussissaient avaient un taux de partenariat supérieur aux autres. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est... C'est quoi le taux de partenariat? Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est qu'elles font des accords qui ne sont pas forcément des accords marchands, elles font du co-investissement ou des choses comme ça, plus que les autres entreprises. Voilà, donc ça c'est un peu pour la partie constat qui m'a semblé intéressante. Maintenant, vous le savez, vous l'avez dit, je suis depuis 3 semaines maintenant le président du Conseil national du numérique. Et finalement, ça a été une continuité assez naturelle de ces travaux que j'ai menés au sein de l'Institut Montaigne, parce qu'il y a eu un rapport qui est sorti, qui n'est pas l'Institut Montaigne, qui est
qui a été une émanation qui a été financée par Google et construit par McKinsey, qui a démontré qu'en France, il y a eu 700 000 emplois qui ont été créés dans le numérique et personne ne l'avait vu. Alors, tout le monde s'est mis à dire « Tiens, 700 000 emplois, c'est incroyable, d'où ils sortent ?» Et on s'est rendu compte finalement qu'il y avait des secteurs qui étaient capables d'émerger extrêmement vite et fort, finalement avec assez peu d'aide des pouvoirs publics, et surtout avec une approche peu structurée en matière politique. Donc on a créé 700 000 emplois. J'ai demandé à quelqu'un de vérifier pour moi, à aucun moment, dans aucune filière, l'économie n'a créé 700 000 emplois. Il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que l'industrie automobile dans les années 60, qui a été une année où on a eu, un peu comme Singapour, 10% de croissance les années après les autres, n'a pas créé 700 000 emplois. Donc c'est pour ça que moi je me suis intéressé à ça, et j'ai poussé un coup de gueule chez un de vos confrères et concurrents qui est Les Echos en disant c'est quand même un scandale qu'on n'ait pas de politique structurée à l'égard du numérique, alors que c'est un domaine où potentiellement on pourrait être extrêmement bien placé. Et donc c'est aujourd'hui mon credo, je vais donc vous assommer un peu avec mon credo, c'est que je pense que si on avait un peu de politique industrielle d'une part, un peu de fiscalité d'autre part, et si on était capable d'aligner convenablement finalement les planètes, eh bien, on serait sans doute à même de recréer un autre million d'emplois. Voilà, il y a 3 millions de chômeurs dans ce pays. Et ces emplois-là, à la différence des emplois de cafetier qui coûtent 200 000 euros par emploi créé, 4 milliards dépensés dans cette scandaleuse remise de TVA à 5,5 pour les restaurateurs, sont évidemment d'une mesure tout autre, parce que ce sont des emplois très qualifiés. Ce n'est pas non plus les emplois que les socialistes veulent créer, 300 000 emplois de balayeurs de rue, qui n'ont aucune pérennité et qui n'ont pas de futur. C'est des emplois qui sont des emplois qui ont par ailleurs beaucoup d'externalités positives. On dit que lorsque vous créez un chercheur, vous pouvez créer jusqu'à 4 ou 5 emplois connexes. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui ont été très largement ignorées. C'est des choses pour lesquelles moi je vais me battre, parce que je pense que c'est un challenge à de très nombreux égards. Non seulement on crée des emplois, mais en plus on peut les créer en région, donc on peut redynamiser le territoire. C'est un formidable intégrateur de minorités. Je le dis toujours, en 20 ans, je n'ai jamais entendu parler de moindre incident à l'égard des minorités, etc. etc. Donc je pense qu'on a très nombreuses... Je suis en train de me rendre compte que je parle un peu... je vais vous rendre la parole tout de suite. On a de très très nombreuses raisons d'investir ce secteur. Je pense que j'y reviendrai, mais juste pour finir, lorsque vous allez aux États-Unis et que vous avez un diplôme d'ingénieur, votre valeur marchande est absolument incroyable. Et ça, c'est quelque chose que, même ici, on a tendance un peu à ignorer. Donc, on a des atouts, et ces atouts, il faut les mettre en œuvre, et vite. Je vais laisser la parole à Geoffroy Roux de Bézieux qui boue à côté de moi. Mais attendez, moi, je voulais juste dire, il y a quand même un peu une contradiction, mais peut-être que j'ouvre le mot de la bouche de Geoffroy, mais il y a quand même une petite contradiction, parce que vous dites les 700 000 emplois se sont créés sans aide publique, et vous appelez maintenant à une politique publique du numérique. Tu m'ôtes effectivement le mot de la bouche, c'est-à-dire moi j'ai peur, sans faire trop de provocation, mais c'est exactement vrai, les 700 000 emplois ils se sont créés en l'absence de politique industrielle. Moi quand j'entends le mot politique industrielle, j'ai toujours un peu peur. Ouais, j'entends Concorde, plan calcul... et autres succès qu'on connaît. C'est-à-dire, et plus récemment, Gilles, souviens-toi, en 2005, le président Chirac avait décidé de créer l'A2I, l'Agence pour l'innovation industrielle, 2 milliards d'euros de budget quand même. Hein. À l'époque, on a été consulté, j'avais dit que c'était une grosse connerie. Et bon, ils l'ont fait évidemment quand même, ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais le premier projet de l'A2I, c'était un concurrent de Google. C'est-à-dire que, et c'était imaginer que... Non, mais c'est pas tellement de vouloir créer un concurrent de Google, c'est imaginer que c'est par le haut, par la puissance publique, qu'on va lancer des produits pareils. Non, mais d'un autre côté, attends, moi je suis d'accord. Donc juste pour finir, si est-ce que juste, moi le libéral que je suis, qui croit à l'initiative individuelle, dès que j'entends parler de politique industrielle de filière, j'ai un peu peur que justement on ait des gens très intelligents mais très peu entrepreneurs qui veuillent décider de l'entrepreneuriat à notre place. Alors je vais laisser Arnaud, mais je voudrais juste avoir une petite réaction de Françoise Holder parce que c'était très intéressant. Vous avez quand même dit dans votre témoignage tout à l'heure que
Si vous aviez pu croître, etc., c'était quand même grâce à le Crédit National. On a oublié le nom de l'ancêtre, la BDPME, de l'ancêtre d'Oseo. Et dans le rapport d'Arnaud Vessier, on voit effectivement, c'est incroyable l'importance de ces organismes du public dans la création d'entreprises. Alors, est-ce que vous considérez que, effectivement, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que les pouvoirs publics doivent se mêler de ça, ou vous avez une vision plus libérale, on va dire, comme celle de Geoffroy Roux de Bézieux? Moi, j'ai une version totalement libérale de tout ce qui est entrepreneuriat. Mais foncièrement, vous étiez bien content libéral. D'avoir le Crédit National. Oui, mais c'est une banque comme une autre. Enfin, je veux dire, c'est pas. Nous, on s'est développé sans un centime de subvention. Tout l'argent qu'ils m'ont passé, il a fallu leur rembourser, intérêt compris, ce qui est tout à fait normal. Mais c'était notre décision. On n'est pas allé chercher des pouvoirs publics pour avoir une subvention quelconque. Je vais vous donner un exemple. On a voulu, vous comprendrez très vite peut-être pourquoi, en 81. L'été 81, nous sommes partis de France. Nous avons été aux États-Unis. Nous avons cherché à nous développer aux États-Unis. Et on s'est dit, on va essayer d'aller voir les conseillers commerciaux, les ambassades, etc. Finalement, on a ouvert en mars 82 notre première affaire aux États-Unis. Et je crois qu'on a eu les réponses des conseillers commerciaux en mai 82, quelque chose comme ça. Donc, ça nous a servi de leçon. Maintenant, on est dans à peu près 32 pays à l'étranger et on s'est toujours développé sans un centime de subvention. Mais je voudrais juste rebondir 2 secondes sur ce que disait mon voisin. Parce que bien sûr, il a raison, il défend son job, et moi je vais défendre le mien, c'est-à-dire que moi je pense aussi qu'il y a des créations d'emplois extraordinaires dans tout ce qui est filière professionnalisante. Et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, et qu'en France, tout ce qui est professionnalisant, les lycées ou autre chose, ne sont que par dépit, et qu'il faudrait redonner un petit peu de fierté et d'autonomie à toutes ces filières professionnalisantes, parce qu'il y a des petits entrepreneurs qui peuvent devenir moyens ou grands, mais qui sont dans des terreaux de tout ce qui est... moi, j'ai une grande admiration pour tout ce qui est compagnonnage. Par exemple, les compagnons, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce sont des gens merveilleux qui sont des petits entrepreneurs en puissance. Il suffit juste de leur donner un petit coup de pouce. Donc moi, je suis pour tout ce qui est tutorat, marrainage, parrainage, aide des moyennes entreprises aux plus petits, aide des grandes, etc. Je pense qu'il faut absolument revenir dans un système éducatif où un enfant qui va être menuisier, boucher, charcutier, boulanger ou n'importe quoi, c'est pas parce qu'il est nul et qu'il n'a pas pu passer son bac. C'est parce que simplement, il a une petite vocation qui peut devenir une vraie vocation et qui peut devenir un entrepreneur plus tard. Alors Arnaud Vessier, je voudrais que vous reveniez 2 secondes sur notre débat public-privé. Peut-être préciser un petit peu la proposition qui est très intéressante, donc de l'origination plutôt dans le privé que dans le public, la bascule que vous recommandez. Et puis on va laisser Gilles quand même après répondre à Geoffroy puisqu'il s'est fait traiter presque de stalinien ou de, je sais pas, D'abord en France, même si on est libéral, on ne peut pas ne pas réfléchir à la puissance publique puisqu'elle dépense 55% du PNB. Donc on ne peut pas fonctionner en dehors de la puissance publique. C'est partie de l'écosystème. Ça fait partie complètement de l'écosystème. Et alors, une des choses au niveau de la puissance publique, c'est l'e-administration, où là, clairement, la France a pris du retard, même si là aussi, il y a beaucoup d'améliorations, mais on a pris du retard. Or, les gains de productivité liés à l'e-administration sont fantastiques. Donc, pour le coup, les externalités liées à l'investissement dans la digitalisation de l'administration, les externalités sont fantastiques et il faut investir et investir beaucoup. C'est-à-dire c'est un redéploiement de l'argent public. Un deuxième élément, juste avant d'arriver au privé public, moi je crois énormément aux filières, exactement comme Françoise. Je pense qu'il faut jouer les filières où on est déjà puissant. C'est-à-dire que je ne crois pas à la création d'entreprises ex nihilo. La création d'entreprises, elle se fait dans des secteurs où on est déjà compétent. François en est évidemment le meilleur exemple avec la boulangerie. Mais nous, notre entreprise, qui est une entreprise d'assistance, on est la 4e génération d'une excellence française. Ça a d'abord été la médecine de guerre et l'urgence, où les Français ont toujours été les meilleurs. Et puis après, ça a été le SAMU, où les Français sont les seuls à avoir un SAMU avec des médecins spécialistes dans les camions. Il n'y a que les Français et les Allemands qui font ça. Puis ça a été les compagnies d'assistance, Europe Assistance, etc.
Et nous, on est la dernière génération à avoir transformé ça en un métier de conseil, d'outsourcing à haute valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on est 8000. Donc c'est vraiment une filière d'excellence où il y a des tas de talents. Et il y aura certainement, après nous et en même temps que nous, des tas d'autres Français ou entreprises liées à la France qui vont se développer dans ce système. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut aider les filières. Et c'est là où je pense que et le patronat et le gouvernement ont un rôle, qui est un rôle culturel et d'incitation pour faire identifier les filières où on est bon et les privilégier. Parce qu'il faut quand même faire des choix. Et donc le privilège des choix. Et j'en viens au partenariat privé-public. Le problème en France dans la création d'entreprises, et c'est un peu le débat sur le libéralisme, c'est qu'en France, parce qu'il y avait peu d'argent privé pour la création d'entreprises, l'État s'est substitué. Alors certains pourront dire que c'est parce que l'État s'est substitué, il n'y a pas eu d'argent privé. C'est un peu un problème circulaire. Mais c'est vrai que l'État considère la création d'entreprises comme sa responsabilité. Et donc dans une très large mesure, beaucoup d'entreprises, et en particulier dans le domaine technologique, se créent uniquement à travers des dossiers de subventions d'État, de régions, où il y a beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est très utile. Mais malgré tout, on peut envisager l'inverse, où c'est les capitalistes privés qui arriveraient sur une idée, d'où cette idée d'agence de prospection technologique, et qui iraient voir les mêmes régions et le même État en demandant le matching. Si nous, on est prêt à investir en tant qu'investisseur privé 100, donnez-nous 100, plutôt que ce qui est quand même le système privilégié, et qu'il a toujours été, qui est d'aller voir l'État d'abord, et ce qui retarde l'arrivée sur le marché. Parce que moi, je reprends le point de Gilles, qui est que le monde s'est considérablement accéléré, et aujourd'hui, on a peu de temps pour qu'une idée émerge et soit vraiment quelque chose, un grand succès. Le temps imparti à une entreprise pour bénéficier de son idée s'est raccourci et va continuer à se raccourcir. C'est-à-dire que la tendance ne changera pas. Donc il faut arriver rapidement avec des moyens. Gilles, le Gosplan numérique, alors, donnez-nous un peu des précisions sur est-ce que l'agence, là, c'est quelque chose qui vous intéresse? J'imagine, puisque vous étiez dans la commission. Premier truc, c'est il faut quand même remettre dans son contexte le credo libéral. Je veux dire, évidemment, on aimerait bien qu'il y ait moins d'État, qu'il y ait plus d'argent dans les entreprises, etc. Mais tout le monde me parle des États-Unis, ça me fait marrer. Je veux dire, les États-Unis, c'est le pays qui, en termes de commande fédérale, investit le plus dans la R&D. Point barre. Donc, ils ont un truc qui s'appelle le DARPA. Ils mettent dedans entre 40 et 80 milliards par an. Ils ont d'autres agences. Il faut juste savoir que l'Internet, ça a été inventé par des militaires américains. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Par ailleurs, quand je parle de politique industrielle, ce qui est évidemment un mot, tout le monde pense 2-3 fois rade, genre le Rafale ou des trucs comme ça, ce que j'admets. Il faut quand même aussi voir derrière ça, c'est aussi que l'État, aujourd'hui, structure les filières en université. Malheureusement, d'ailleurs, elles devraient avoir beaucoup plus d'autonomie qu'elles en ont. Et donc, nous, dans le domaine de l'Internet, les dernières personnes qu'on emploiera, c'est des gens qui sortent de l'université parce qu'ils sont juste nuls. Je veux dire, ils sont inemployables dans une société, dans une start-up. Donc, c'est une chose qu'il faut absolument réformer. Et c'est à cet égard que je pense que l'État a une responsabilité considérable. Voilà, donc ce sont des points sur lesquels on peut agir. Sur les régions, aujourd'hui, vous avez un Internet qui est complètement centré à Paris. 95% des emplois ils sont concentrés. Ça crée des effets de bord considérables. Les gens ne vivent pas forcément très bien. Bon, voilà, la politique publique peut aussi agir là-dessus. Il y a eu des tentatives de monter des clusters du côté de Nice, de Montpellier. Bon, c'est des choses qui n'ont pas été suivies et malheureusement qui n'ont pas réussi à atteindre la taille critique qui est absolument fondamentale dans le domaine de l'Internet. Si vous avez 30, 40, 50 startups qui sont dans un même endroit, leur capacité individuelle à réussir est beaucoup plus élevée que si vous en avez 3 ou 4.